Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. C'est dimanche. Dimanche, c'est Info 7. Info 7, l'émission qui vous permet de revoir le temps fort de l'actualité de la semaine. Et pour cette semaine, nous mettons un peu de côté les politiques. Vous le savez, il y a trop de tractations, donc impossible d'avoir en main certains politiques. Mais il y a aussi d'autres intelligences dans mon pays, d'autres secteurs qu'on doit aussi vous faire découvrir. Aujourd'hui, nous allons accueillir pour vous un consultant en management. Et avec lui, nous allons débattre de temps fort de l'actualité. Donc, très heureuse de vous recevoir, M. Yann Gongo. Merci, madame. La toute première question, M. Yann Gongo, est-ce qu'on peut diriger un pays comme une entreprise? Trump l'a dit à l'époque, il a dit il voit les États-Unis comme une entreprise. Est-ce qu'on peut diriger un pays comme cela? Bien sûr. Quand on doit diriger, c'est-à-dire qu'il y a les thèmes de référence. Donc, on peut diriger un pays comme une entreprise. Par exemple, donnez-nous quelques thèmes de référence, vous l'avez dit, par exemple, pratiquement. Par exemple, le respect de la loi. Dans une entreprise, chaque directeur, par exemple, d'un département, il est responsable d'un secteur. Dans un pays, chaque ministre est responsable d'un secteur. Juste ce petit exemple. Il faut parler terre à terre pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, il doit rendre de compte aussi, il doit y avoir un genre de consensus d'un chef qui pilote cette entreprise. En fait, le chef, il a une vision. Exactement. Et la vision du chef est animée par différents responsables de département ou de direction. Et il y a une symbiose par rapport à ça et on fait avancer les choses. C'est ainsi que, en principe, chaque ministre, comme un directeur d'un département dans une entreprise, doit rendre compte. Il doit expliquer ce qu'il fait et les difficultés qu'il a. Dans une réunion de concertation matinale, par exemple, on explique, voilà, dans mon département, j'ai telle difficulté, et ensemble avec les autres directeurs, on trouve Nous sommes en pleine négociation pour le gouvernement. Est-ce que chaque ministère doit avoir en tête quelqu'un qui est formé pour ce ministère? Prenons par exemple le ministère de la Santé. Est-ce qu'il faut avoir un médecin en tête du ministère de la Santé? Nous prenons par exemple quel ministère? Ministère de la Communication par exemple et des médias. Doit-on avoir un journaliste à la tête de ce ministère? Et les exemples sont légion. Est-ce que c'est ainsi qu'on peut sortir un peu le Congo de ces difficultés qu'on a ces derniers temps? Vous savez, d'abord, dans ce pays qui est le nôtre, il y a un problème d'ordre. Les intelligences et les formations, on a. Mais il faut travailler sur la qualité de l'homme. Qui est l'homme? Un chef, ce n'est pas celui qui travaille. Le chef, c'est celui qui fait travailler. C'est la nuance. Oui, c'est la nuance qu'il faut vraiment dégager à tout bout de champ. Le chef, c'est celui qui fait travailler. Mais pour que tu fasses travailler, tu dois connaître ce pourquoi tu fais travailler les autres. Alors, tu dois impulser, avoir cette vision-là. Tu dois être derrière dans la façon de manager ton personnel. Donc l'homme est au centre de beaucoup de choses. Donc il nous faut beaucoup plus, M. Yann Gongo, il nous faut beaucoup plus de technocrates dans le gouvernement ou des politiques pour faire marcher les choses. Qui doit avoir cette vision-là? Les politiques ont cette vision, ce sont les politiques ont la vision et les technocrates mettent en branle cette vision? Au fait, dans notre pays, on a tout. On a des bons politiques, on a des bons technocrates, on a des bons textes, mais le grand problème dans notre pays, c'est appliquer ce qui est convenu. Appliquer ce qui est convenu. On peut mettre un technocrate, mais le technocrate n'est pas nécessairement un leader, n'est pas nécessairement un manager. Alors il faut vraiment cette symbiose, mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Par exemple, au ministère de la Santé, c'est pas nécessaire qu'il y ait un médecin, mais il faut qu'il y ait un bon gestionnaire qui peut s'entourer des médecins qui vont l'orienter dans la bonne application, dans le bon avancement des choses. Voilà, mesdames et messieurs, nous prenons donc le tout premier dossier. Nous allons parler de la désignation du Premier ministre. On l'a déjà effleuré tout à l'heure et notre rédaction a encore réfléchi là-dessus et nous avons tendu, excusez-moi, le micro comme à l'accoutumée à notre population qui a parlé de ses desiderata par rapport à la nomination de ce futur Premier ministre. La réponse à cette question relève de l'article 78 de la Constitution. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Mais si cette majorité n'existait pas, le chef de l'État confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. Pourtant, après les législatives nationales,
du 30 décembre 2018, l'on a dénombré 599 partis et 78 regroupements politiques reconnus officiellement par le ministère de l'Intérieur, qui en avait transmis la liste à la CENI. Les résultats de ces scrutins n'ont malheureusement confié la majorité absolue, c'est-à-dire 251 députés, à aucun parti, encore moins à un regroupement politique. Dans l'opinion, certains cadres du FCC revendiquent avoir obtenu la majorité à l'Assemblée nationale et souhaitent voir le chef de l'État nommer un Premier ministre FCC. Cette ambition est irrationnelle. Le FCC n'a jamais figuré sur la liste des regroupements politiques transmises à la CENI par le ministère de l'Intérieur, même si, de manière apparente, l'on dénombre des députés élus sur les listes des partis ayant signé la charte du FCC. Cela devrait être confirmé par l'informateur. Ce principe a également été respecté par Joseph Kabila en 2011 en désignant Feu Charles Mwandon Simba comme informateur afin de dégager la majorité parlementaire. C'est dire qu'au stade actuel, aucun parti ni regroupement politique n'a des majorités parlementaires à revendiquer. La politique étant dynamique, il appartiendra au chef de l'État, Félix Tshisekedi, de désigner un informateur pour identifier la coalition d'où sera issu le Premier ministre. On peut donc dire que jusque-là, la primature n'est pas encore gagnée par le FCC. Quelques Congolais de la capitale rencontrés dans les rues de Kinshasa sous-estiment l'affirmation du FCC de pouvoir totaliser la majorité parlementaire en cette troisième législature. Donc les gens enlèvent cette confusion de dire que non, le FCC a une majorité au niveau du Parlement. Le FCC, c'est une plateforme électorale. Donc elle ne doit pas dire que non, elle est majoritaire au niveau du Parlement, non. Ça, c'est une confusion. C'est ce que nous devons enlever. C'est une nouvelle législature. Nous devons d'abord créer une majorité, avoir plus de 250 qui n'existaient pas jusque-là. Et enfin, le Premier ministre doit être issu de cette majorité. Par rapport à ce que FCC prétend dire là, c'est faux et archi-faux parce qu'aucun parti politique n'a une majorité absolue au Parlement. Et c'est là que nous allons seulement demander peut-être au président de la République de nommer un émissaire. Cet homme estime que la vraie majorité au Parlement sera dégagée par l'informateur qui sera nommé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Mais maintenant, le président doit nécessairement nommer un informateur qui doit lui aussi faire son travail pour dégager une vraie majorité parlementaire. Et c'est de là qu'on doit maintenant tirer dans le Premier ministre. Si c'est-à-dire que la majorité reste toujours au niveau du FCC, le président a le pouvoir de demander même 3 noms ou 5 noms pour qu'il puisse user de son pouvoir discrétionnel afin de nommer le Premier ministre de son choix. Celui-ci, sa préoccupation demeure le profil d'un Premier ministre qui va répondre réellement aux attentes de la population. Pour moi, le plus important, c'est le profil. Une personne qui va travailler pour le peuple, qui va réellement jouer sur l'impunité, gérer très bien la trésorerie de l'État et répondre aux résultats que la population attend. Et non le groupe politique ou encore les coalitions politiques, cela ne sert à rien. D'ailleurs, ça nous a donné aucun résultat pendant toute cette période de 17 ans. Et là, maintenant, nous sommes à la réconciliation où il faut pêcher chaque individu qui répond au profil qui nous pourra donner un résultat positif pour le peuple congolais. À en croire certains Kinois, le tout premier Premier ministre du gouvernement de Félix Antoine Tshisekedi doit être un oiseau rare bourré de compétences requises. Monsieur Ngongo, beaucoup de choses ont été dites par rapport à la formation de ce gouvernement. Tout d'abord, que c'est le président qui nomme le Premier ministre. Et qu'ensuite, le FCC n'est pas du tout un regroupement politique, ce n'est qu'une plateforme électorale. Donc, Ambroise Mambala dit, la primature n'est pas du tout acquise jusque-là au FCC. Est-ce que le FCC a raison aujourd'hui de réclamer la primature? Parce que c'est dit que c'est eux qui ont aujourd'hui un grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. Madame, vous voyez dans l'introduction, je parlais de l'homme. Le Congolais qui nous sommes, le Congolais mauvais. Comment ça? Mais le FCC c'est une plateforme politique.
Est-ce que c'est une plateforme politique? Non. Selon vous, non. Ce n'est qu'une plateforme électorale, là. C'est une plateforme électorale et ça a été bien dit dans le reportage que nous venons de suivre tout à l'heure. Pourquoi ne pas respecter ce qui a été convenu? L'article 78, si j'ai bonne mémoire, l'explique très bien. Il faut qu'on mette un informateur, en étant un informateur qui va identifier la majorité au sein du Parlement. Je crois que le jeu démocratique sera bien joué. Puisque vous savez, le Congolais, le politique congolais, c'est un... ce n'est pas, comment dirais-je, c'est pas quelqu'un qui fait le travail pour la population. Il fait d'abord pour lui-même. Alors vous allez voir la transhumance, comment il va s'opérer. Donc aujourd'hui, ce n'est pas du tout acquis que le Premier ministre sorte de l'ex-majorité présidentielle. Non, pas du tout acquis. Elle peut sortir, le Premier ministre peut sortir de l'ex-majorité présidentielle. Mais il faudrait que cette majorité soit établie au niveau de la majorité ce n'est pas automatique. Hein, c'est pas automatique. Aujourd'hui, c'est pas automatique. Et quand les gens se réclament de cet automatisme-là, je dis que le Congolais n'est pas sûr. Voilà. Donc les gens ne veulent pas de cet informateur pour essayer de recadrer peut-être les choses à l'Assemblée nationale. Quand ils vont chercher à appuyer sur cette volonté d'avoir absolument leur Premier ministre, alors tous les soupçons en amont peuvent se justifier. Pour vous, qui peut être cet informateur? Puisqu'à l'époque, Ambroise Mambaladi, à l'époque de Kabila, c'était feu Charles Mwando Simba. Pour vous, vous avez déjà une idée de celui qui peut être cet informateur? C'est Vital Kamerhe peut-être? Bon, un informateur pour moi, c'est doit être quelqu'un qui a des relations humaines faciles. Vital Kamerhe, ça serait un très bon informateur. Mais quoi qu'il ait déjà directeur du cabinet... Est-ce que ce ne sera pas un cumul? Est-ce qu'il aura le temps en tant que DIRCAB du chef de l'État et en même temps informateur? Ce ne sera pas un cumul de fonctions? Il faudrait que nous puissions comprendre une bonne fois comment est-ce que l'État fonctionne. Un directeur de cabinet, il n'a rien à voir avec l'officiel. C'est un officieux. Donc il est dans le cabinet du chef de l'État. Donc on ne peut même pas le voir aller inaugurer des choses comme on l'a vu les autres années. Avec l'ex-directeur du chef de l'État, M. Némi, qui était au four et au moulin. On ne peut pas faire des choses comme ça. Okay. Et moi, je crois que je ne suis pas actif politiquement, mais quand je regarde la situation politique de mon pays, il y a Kamerhe que tu as cité ici, madame. Il y a aussi l'ancien ministre de l'économie, Bahati Lukwebo. Qui peut être un bon informateur. Ah oui, un très bon informateur. Mais qui n'a pas été élu. Et beaucoup de gens disent qu'il n'a pas été élu. Il faut être je ne sais pas, hein, c'est une façon de réfléchir. Un informateur, mais il a beaucoup de députés quand même. L'AFDC a beaucoup de députés à l'Assemblée nationale. Je ne regarde pas ça, cet aspect, mais je regarde... Le côté humain, le côté humain. Est-ce que tu as le côté l'âge aussi, ça compte, hein, peut-être. Sagesse. La sagesse. C'est quelqu'un qui a pratiquement vécu dans l'appareil de l'État. Il connaît... Les rouages il connaît les rouages, il connaît ce que c'est il connaît encore l'administration. Donc pour moi, au pif, sans réfléchir, je citerai Kamerhe, je citerai Bahati Lukwebo. Même s'ils sont du même que bon, c'est pas ça le problème. Ce sont les personnes. C'est la compétence qui compte aujourd'hui, puisque si nous devons toujours se baser sur les tribus et les provinces, ça fausse beaucoup de choses. Coalition ou cohabitation pour vous, pour Félix Tshisekedi, qu'est-ce qui serait mieux pour lui? Puisque le président Kabila souhaitait une coalition, mais les gens disent qu'avec la coalition, Félix Tshisekedi n'aura pas la même mise sur... non, avec la cohabitation, pardon, peut-être qu'il n'aura pas cette même mise avec le gouvernement et la coalition. Donc, entre les deux, ils sont toujours perdants entre la coalition et la cohabitation. Bon, c'est là où vraiment, je reviens encore sur l'homme congolais. Est-ce qu'on doit parler de ça? Le président sortant, il n'a fait qu'un souhait. Ce n'est pas... Qui ne peut être respecté ou pas. Non, ce n'est pas un ordre. Mais qu'est-ce que la loi dit? C'est comme l'invitation qui n'est pas une convocation. Donc le souhait n'est pas aussi un ordre. n'est pas un ordre. Il a souhaité que ce soit comme ça par rapport à son expérience, par rapport à ce qu'il veut voir, enfin ce qu'il veut voir de son pays. C'est ce que j'étais en train de dire ici, encore une fois, l'homme congolais. Est-ce qu'on ne peut pas appliquer la loi? On ne peut pas appliquer la loi. La loi, il dit quoi? Quand cette majorité va s'établir au niveau du Parlement, le Premier ministre sortira directement. Sortira directement. Exactement. Nous allons donc à cette Assemblée nationale. Vous le savez, cette semaine, il y a eu la toute première plénière de l'Assemblée nationale dirigée par Kyungwa Kumwanza, appelé affectueusement Baba, et puis le rapport du Bureau conjoint des Nations Unies par rapport aux droits de l'homme. Plus
de 400 députés nationaux ont répondu présents à l'ouverture de la session extraordinaire de la 3e législature de la 3e République. Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général de l'Assemblée nationale a tout d'abord félicité les élus du peuple pour leur élection à la députation nationale. Jean Gouvoukou a profité de l'occasion pour rappeler aux députés présents leur rôle, celui d'œuvrer pour les intérêts du peuple. Il a par la suite installé le bureau provisoire de la Chambre basse. Ce bureau composé de 3 membres. Le président, c'est Gabriel Kyungu-Wakumwanza, député le plus âgé élu du G7 de la ville de Lubumbashi. Il est secondé par 2 de ses jeunes collègues, notamment Jackson Aoussé Afingoto, élu de l'Ituri sur la liste du regroupement politique AAD, et Aminata Nyamasiya, élu du Baouzouélé du parti politique PCD. Juste après, Gabriel Kyungu-Wakumwanza a reçu des mains du secrétaire général le bâton de commandement. Prenant la parole, le numéro 1 du bureau provisoire a rappelé les tâches principales de son bureau. Entre autres, la rédaction du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale et l'organisation de l'élection du bureau définitif de cette institution. Notons par ailleurs que la session ordinaire du mois de mars 2019 interviendra après l'installation du bureau définitif. Il s'agit d'une augmentation de 5% par rapport à l'année 2017 qui avait déjà connu une augmentation de plus de 25% par rapport à l'année 2016. Cette augmentation touche les agents de l'État ainsi que les groupes armés et milices. Selon le rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, sur toute l'étendue de la RDC, les agents de l'État sont responsables de 61% des violations de droits de l'homme, tandis que 39% ont été perpétrés par les groupes armés. Le BCNUDH déplore le nombre élevé de victimes d'exécutions extrajudiciaires et arbitraires attribuables à des agents de l'État. Les groupes armés et milices sont eux responsables d'un nombre affligeant d'exécutions sommaires, rapporte le BCNUDH. Cette organisation des Nations Unies indique que près de 79% des violations documentées ont été commises dans les provinces affectées par le conflit. Ceci a entraîné la mort d'au moins 1059 civils, dont au moins 193 femmes, note ce rapport. Selon le BCNUDH, les militaires des FARDC ont commis le plus grand nombre de violations de droits de l'homme dans ces provinces. Le conflit interethnique entre communautés bantoues, dont les Luba et Toa, est aussi à l'origine des graves atteintes aux droits de l'homme dans la province du Tanganyika. La province du Kasaï a également connu une augmentation qui s'explique d'abord par l'intensification des violations par les miliciens Banamura, visant notamment la communauté Luba, et par la hausse de violations par les agents de la PNC et des militaires de FARDC dans leur lutte contre la milice Kamina Sapou. Les provinces du Maniema, du Haut et Bazouélé ont également enregistré une forte poussée de l'activiste des groupes armés, a renchéri ce rapport du BCNUDH. Yann Bongo, est-ce que pour vous, y a-t-il eu un renouvellement dans le nouveau Parlement, à l'Assemblée nationale, parce que la Chambre haute n'est pas encore là, il n'y a pas encore eu élection des sénateurs. Pour vous, c'est vraiment un changement de la classe politique aujourd'hui, avec ce nouveau Parlement? Oui. Mais ce qui est vrai, c'est quoi? C'est que quand il y a une majorité qui est partie, donc cette majorité va diluer les anciens, quoi. Ce qui fait qu'il y a carrément un changement. Parce qu'il n'y a que 80 anciens députés qui sont revenus à l'Assemblée. Je crois que c'est 50. 50 à 60 peut-être, je n'ai pas le chiffre exact, mais en tout cas 50 à 60 ou peut-être 80. Je vais revérifier tout à l'heure, mais pas beaucoup. Hein. C'était vraiment votre sanction pour vous? La population a vraiment sanctionné les anciens députés? Affirmatif, je crois qu'il y a un vote sanction. Parce que quand tu regardes bien, est-ce que les députés, ils ont fait leur travail? Mais il y a eu des lois. Quel est le travail des députés? C'est des lois, c'est... Je ne sais pas moi quoi. Le député n'est pas là pour bâtir des ponts, pour... je ne sais pas moi quoi, mais... Madame, si je pouvais avoir un impérium dans ce pays, demander aux députés de ne pas toucher aux lois votées, mais toucher au moins les lois, rendre les lois impersonnelles. Parce qu'il y a eu des lois qui ont été votées sur mesure. Ça, on est Congolais, qu'on se le dise.
on enlève seulement les lois qui ont été votées sur mesure, qu'on applique, que le député fasse son travail de contrôle parlementaire, je vois qu'ils n'auront pas grand chose à faire. Une grande chose à faire. Et par rapport aux émoulements, Yann Gongo, doit-on diminuer les émoulements de ces nouveaux députés? Parce qu'il y a déjà des débats dans les réseaux sociaux. Il y a des gens qui disent que beaucoup de Congolais aujourd'hui se battent pour devenir députés à cause aussi des émoulements entre, je ne sais pas moi, je ne connais pas très bien, 16 000, 40 000, on ne sait pas trop bien. Mais il y a déjà des Congolais qui proposent carrément 2500 $ aux députés congolais. Est-ce que pour vous, ce sera une bonne chose pour qu'on puisse, selon eux, répartir aussi cette somme d'argent aux enseignants, aux médecins, aux fonctionnaires qui triment avec 100 $, 150 aux policiers, aux militaires et tout ça? Est-ce une bonne chose? Madame, je reviens encore sur l'homme congolais. Tout est autour de l'homme. Comment voulez-vous, les députés, ils habitent où? Ils habitent partout à la cité. Leurs voisins, ils touchent combien? J'étais sidéré d'apprendre qu'ils sont à plus de 12-13 000 $. Mais la politique, ça doit être un apostolat. On n'y va pas pour gagner l'argent. Je vous ai dit le jour qu'il y a une mesure, elle viendrait d'où, je ne sais pas, où on donne aux députés 2 500 $, on n'aura pas cette affluence-là. Il faut aller à la fonction de l'État avec un esprit d'apostolat. On ne va pas pour s'enrichir. On ne va pas pour chercher un véhicule. Non. Alors, quand vous voyez tout le monde qui veut être député, d'ailleurs dans votre domaine, je crois que vous êtes parmi les rares journalistes qui n'ont pas postulé. Tout le monde veut être député. Pourquoi? Parce qu'on y trouve son compte. On y trouve son compte. Quand tu regardes les lois qui sont votées depuis les vieilles législatures, mais nous avons de très bonnes lois. Mais est-ce qu'on les applique? C'est ça le problème. Dis-moi, la législature passée, quel est le mandataire qui est tombé dans les filets des parlementaires pour un contrôle parlementaire? Lequel? Aucun ministre d'ailleurs n'est tombé d'ailleurs lors des questions orales ou je ne sais pas moi, des interpellations. Ils ont tous bien travaillé, il n'y a pas eu de malversation financière, il y a eu, donc, ça a été tout bien sur tous les mandataires de l'État. On doit revoir cette question. Même les ministres, même les mandataires de l'État, ce sont des postes publics. Nous devons avoir l'esprit d'apostolat, ce n'est pas pour aller gagner, c'est pour aller servir. Mais vous avez suivi que le nouveau président, Félix-Antoine Tshisekedi, a dit qu'il n'y a pas de chasse aux sorcières et tout ça. Vous parlez des sanctions par rapport aux chefs d'entreprise, par rapport aux gens qui détournent tout ça. Mais la population, elle, a sanctionné, on l'a vu, mais quand déjà pour ce nouveau régime, il n'y aura aucune sanction, aucune poursuite et tout ça, est-ce que cela ne va-t-il pas démoraliser un tout petit peu cette population qui s'est dit nous sanctionnons, mais les politiciens font des deals entre eux et à la fin, nous servons à quoi? Non, il faut vraiment nuancer cette façon de voir les choses. Quand le chef de l'État dit il n'y a pas la chasse à la sorcière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as volé, on ne va pas te poursuivre. Probablement, c'est ça que les gens disent. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire quoi alors? Moi, malheureusement, je ne suis pas le chef de l'État. Mais si j'étais le chef de l'État, je pouvais donner mon explication en tant que chef de l'État. Quand le chef de l'État Mais cette expression est claire, c'est une expression française. Il n'y a pas de chasse aux sorcières, donc il n'y aura pas de poursuite par rapport aux coupables, par rapport aux gens qui volent, par rapport aux gens qui font n'importe quoi. Moi, je crois que cette question est beaucoup plus politique. C'est-à-dire qu'il y a un groupe qui gérait, qui a fait du mal aux gens qui sont aux affaires aujourd'hui. Peut-être c'est dans ce contexte-là. Mais un voleur reste un voleur. Un détourneur reste un détourneur. Mais sans l'impunité va continuer à battre son plein en République démocratique du Congo, puisque nous avons voulu l'alternance, nous avons voulu le changement, et cela amène aussi la sanction. Mais tant qu'il n'y a pas cette sanction, tant que la justice ne fait pas son travail, ce n'est que la continuité de la Kabylie, comme on dit aujourd'hui. Madame, je ne crois pas que ça sera comme ça. Je ne crois pas. Parce que, vous savez, dans la gestion de la chose publique, il y a ce qu'on appelle la continuité. Il y aura un audit. Je crois pendant la campagne, un des candidats chefs d'État, je crois que c'est Félix, ou bien c'est pas qui, dira que avant de sortir son programme, dès lors qu'il arrive aux affaires, il faut qu'il y ait un audit. Mais s'il y a un audit et que X, Y, Z sont coupables par rapport à ça, pourquoi ne pas sanctionner? Dis-moi pourquoi ne pas sanctionner? Moi je crois que la chasse à la sorcière, ça veut dire que faire la vengeance pour la vengeance sans qu'il y ait une raison. Là, ce n'est pas la vengeance, ça c'est l'application des textes légaux.
les textes que tout le monde a votés. C'est ça le problème. On doit pouvoir respecter les choses. Même ce que je vois aujourd'hui, quand j'ai suivi hier le meeting de la Moka. Mais si vous acceptez que nous sommes républicains, nous sommes congolais, vous avez accepté la Cour constitutionnelle. Et vous savez que quand la Cour constitutionnelle a décidé, c'est fini. Mais vous commencez à parler au-delà de la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous respectez la loi? Nous allons parler, mesdames et messieurs, maintenant des félicitations des évêques à Tshisekedi, les évêques du Grand Kasaï, certains évêques du Grand Kasaï, qui ont félicité Antoine Tshisekedi, Félix Tshisekedi, comme président de la République, et la visite de certains ambassadeurs, donc l'ambassadeur de la Russie, l'ambassadeur du Maroc et l'ambassadeur des Nations Unies, qui ont félicité Fachi et sont allés lui rendre visite. Dans leur message adressé samedi 26 janvier à l'Église et à la population de la région, à l'issue de la session extraordinaire de la Rassemblée, les évêques du Kasaï saluent la première alternance au sommet de l'État par la voie des urnes. Les prélats catholiques parlent des temps nouveaux à la suite des élections du 30 décembre 2018. Pour les évêques du Kasaï, l'accession de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême se veut une étape dans la réalisation du rêve des démocraties et des progrès sociaux du peuple congolais. Les évêques disent désirer un Congo nouveau, une nation dans laquelle naître, vivre et mourir serait une bénédiction. Au sujet du Kasaï, les évêques estiment que cette région est l'une dont le développement a peu préoccupé l'État congolais depuis l'indépendance. Ils invitent les élus nationaux et provinciaux de la région à être les serviteurs de leurs frères et sœurs. À noter que, dans ces Congos nouveaux, les évêques du Kasaï ne seront jamais ni distraits ni partisans. Ils soulignent que le pays a besoin des hommes politiques vertueux pour changer notre longue histoire des souffrances. Le Maroc, la Russie et les Nations Unies s'engagent à renforcer la coopération avec la République démocratique du Congo. Les diplomates ont salué l'avènement du président Félix Tshisekedi, ce avant de lui promettre leur soutien dans le cadre des relations bilatérales selon la presse présidentielle. Pour rappel, Félix Tshisekedi est devenu officiellement président de la République le 24 janvier dernier au terme de la passation pacifique du pouvoir entre le président sortant Joseph Kabila et lui-même, suivi de sa prestation des serments. Depuis le 5e président de l'histoire de la RDC, continue d'enregistrer des messages de félicitations et des soutiens venant des 4 coins du monde. Monsieur Ngongo, les évêques du Kasaï ont félicité le nouveau président, mais il y a des questionnements. Tout d'abord, est-ce que l'Église catholique est divisée aujourd'hui? Parce que nous avons suivi la position de la SENCO par rapport à ces élections, par rapport à Félix-Antoine Tshisekedi et par rapport à tout ce qui s'est passé après. Est-ce qu'il y a-t-il scission au sein de l'Église catholique aujourd'hui? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait scission, puisque vous savez, l'Église catholique c'est quand même une force. Là, je crois que c'est une expression de la démocratie. Tout le monde ne peut pas se ranger derrière une vérité. C'est l'expression de la démocratie. L'expression de la démocratie, vous dites, mais pourquoi cette coïncidence? C'est vrai qu'on dira tout simplement coïncidence, mais pourquoi seulement les évêques du Kasaï? Si c'était peut-être les évêques de Prénom, du Grand Équateur, ça aurait été beaucoup plus... je ne sais pas, mais quand on voit Kasaï, il y a des gens qui disent évidemment, c'est le Kasaï. Je ne veux pas entrer dans des mots parce qu'aujourd'hui tout est très sensible, mais quand on dit Kasaï, eux ils disent on comprend, c'est le Kasaï. Vous comprenez vous-même la question. Pourquoi seulement les évêques du Kasaï, pas les évêques de l'Équateur, pas les évêques de Bandundu, du Kwilu, pourquoi pas les évêques de la province orientale, pourquoi pas les évêques du Kivu, pourquoi pas les évêques du Katanga, pour seulement les évêques du Kasaï? Voilà la question. Bon, je peux la répondre. Et je vous en prie. Vous savez, je disais tout à l'heure que c'était une expression de la démocratie. Vous savez aussi qu'il ne dit pas mot, on dit qu'il ne dit pas mot, consent. Est-ce qu'il y a une deadline où il faut donner les félicitations? Non. Attendons voir, mais je crois qu'on doit faire très attention.
Parce que nous voulons tomber comment dirais-je, dans un tribunalisme primaire. Et personne ne va maîtriser ça. On doit faire très attention. Ils ont dit, ok, c'est bon, on applaudit, on a entendu. Peut-être demain, il y a d'autres évêques qui vont le dire. Et pourquoi est-ce que depuis le temps, on n'a jamais eu des félicitations singulières, les évêques de... Donc, pourquoi ça commence aujourd'hui? C'est ça le questionnement. Sous Kabila, ce n'était pas ça. Sous Mobutu, c'était pas ça. Sous Mzé, c'était pas ça. Pourquoi aujourd'hui, il faut vraiment... Cette scission tout le temps, les évêques de, les évêques de, les évêques de... Pourquoi cette spécificité aujourd'hui? Ça soulève des suspicions, comme vous l'avez dit aujourd'hui. Non, vous savez, il faut vraiment... C'est une question très sensible. Il faut comprendre que... Madame, vous avez déjà été au Kasaï? Moi, j'ai eu l'occasion d'être passé au Kasaï. Le Kasaï n'a pas été construit. Ni l'Équateur non plus, hein? Ni l'Équateur. De Mobutu, sous Mobutu. N'a pas été construit. Mais... Ni Kikwit sous Mozito, hein? Disons-le. Mais quand tu vas à Maniema aujourd'hui, tu vois ce que Matata a fait, chapeau. Mais qui ne voudrait pas que ce soit aussi son tour pour qu'il y ait quand même quelque chose? Donc il faut gérer cette question avec beaucoup de délicatesse. Parce que nous ne sommes pas loin d'un début d'un tribalisme primaire. Je dis bien primaire. Le tribalisme primaire, donc sauvage. Donc on risque gros. Ce sont des questions sur lesquelles il faut vraiment laisser les politiques travailler en douce pour que... Donc pour vous, ce sont les politiques qui tirent les ficelles de cette histoire. Ça profite aux politiques congolais aujourd'hui, ce tribalisme rélant qui refait surface aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ça devient vraiment assourdissant. Chaque point de vue, chaque proposition ou chaque thèse, la première chose qu'on regarde, c'est la province aujourd'hui. C'est la première chose qu'on regarde, il est originaire d'où? Aujourd'hui, ce n'est que ça, le premier réflexe. Il vient d'où? Il est d'où? Pourquoi aujourd'hui c'est là? Ce sont les politiques qui tirent les ficelles de cette histoire. Il faut que ça s'arrête. C'est là où vous comprenez bien que la politique doit être un apostolat. Parce que si on ne gagnait pas, on n'avait pas les faveurs, on n'avait pas l'influence dans les affaires. Parce qu'au fait, les Congolais, la plupart des autorités, il est ministre, il est ce qu'il est, il a le pouvoir public pour faire l'influence sur ses affaires privées. Il y en a beaucoup qui ont... Alors, nous sommes en compétition. Alors, étant en compétition, quand tu n'es pas là, tu fais quoi? Tu réclames à corps et à cri. Je voudrais en profiter pour parler un peu du problématique qu'il y a aujourd'hui. Fayulu a gagné, Tshisekedi a gagné. Il n'y a pas longtemps, on voyait toujours Fayulu et Tshisekedi ensemble. Ils étaient d'ailleurs ce dimanche à Philadelphie, ils se sont embrassés, pas quand même, ils se sont embrassés, ils se sont salués. Ce sont peut-être des adversaires politiques, mais pas des ennemis. C'est ce que peut-être le Congolais ne comprennent pas. Être un adversaire politique veut dire être ennemi sur le plan personnel. Non, je ne comprends pas. Fayulu l'a dit hier dans son meeting, je n'ai pas de problème personnel avec Félix Tshisekedi. Félix l'a redit, il n'a pas de problème avec Martin Fayulu, mais d'où viennent? Est-ce que ce sont nous, le peuple, qui ne comprenons pas? Est-ce qu'ils nous mentent? Ou il y a quelque chose derrière tous ces propos? Non, nous avons un gros problème dans ce pays. Tu vois, vous avez suivi, madame, la prestation de serment. Tu as vu la foule qu'il y avait autour du président Félix Tshisekedi. Oui. Tu as vu comment est-ce que la base, c'est le terme du moment, tu as vu comment est-ce que la base s'est appropriée l'événement. On doit éduquer les gens. La masse populaire, la base, le peuple congolais en général doit être éduqué. Vous savez, si Martin Fayulu et Félix Tshisekedi hier étaient ensemble, ils étaient ensemble pourquoi? C'est pour chercher le départ du président Kabila. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas Félix et ce n'est pas Martin, mais c'est Félix. Cette idée est où? Dis-moi, c'est parti où? Il voulait quoi? Il voulait que Kabila parte. Aujourd'hui, Kabila est parti. Et alors? Pourquoi ils doivent se rentrer? Ils ne peuvent pas se rentrer. Est-ce que c'est Félix qui a organisé les élections? Non. Pourquoi ils ne s'attaquent pas à la CENI? Pourquoi ils ne s'attaquent pas aux autorités qui ont organisé les élections? Donc vous voyez que le peuple congolais doit être... Non, pour vous, Fayulu s'attaque à qui? Mais il s'attaque à la CENI, il s'attaque à la vérité des yeux. Il veut la vérité. Il ne s'attaque pas, il a dit, il ne s'attaque pas à Félix, il ne s'attaque pas au président. Il veut la vérité des unes. Quand on parle de vérité des unes, c'est la CENI. Dis-moi, il va la vouloir où, cette vérité? Dis-moi. Donc pour vous, il n'a pas raison de réclamer cette vérité des urnes, c'est fini. Le temps de réclamer, maman, c'est ça le problème avec le Congolais. Si on n'a pas voulu de la CENI, on devait ne pas la vouloir
en amont. Si on n'a pas voulu la Cour constitutionnelle, on devait ne pas la vouloir en amont. Pas, on est en train d'évoluer, les choses sont en train d'aller, et puis vous commencez à reculer. C'est là où... Il a donné l'exemple du Venezuela et tout ça, parce qu'on n'a pas eu les images de ce meeting, mais nous essayons d'en parler. Mais nous allons parler tout à l'heure, pour gagner le temps, la télévision c'est le temps, nous allons parler de démenti du MLC par rapport au soutien de Bemba à Félix-Antoine Tshisekedi, et une lettre ouverte écrite par un compatriote à Félix-Antoine Tshisekedi. Dans un communiqué signé et publié ce mercredi 30 janvier, F. Bazaïba réitère la participation du mouvement de libération du Congo aux côtés de tous les leaders de l'Amouka. Elle invite les militantes et militants de la coalition Lamouka à prendre part massivement au meeting qui sera organisé ce samedi 2 février à la place Sainte-Thérèse de Ndjili. Dans cette publication, le MLC dément la rumeur selon laquelle Jean-Pierre Bemba aurait accordé une interview sur les antennes de BBC où il soutiendrait désormais le nouveau pouvoir en place issu de l'élection du 30 décembre dernier. Il qualifie cette affirmation d'une folle rumeur qui circule sur les réseaux sociaux. Le mouvement de libération du Congo condamne pour ce faire, avec la dernière énergie, ce qu'il qualifie de fake news, montée de toutes pièces, et met en garde ses auteurs dont les intentions consistent manifestement à nuire à la personne de son président Jean-Pierre Bemba et à fragiliser par voie des conséquences l'unité d'action au sein de la plateforme Lamouka, souligne F. Bazaïba. Par ailleurs, le MLC affirme garder sa ligne politique actuelle au sein de Lamouka et rester constant dans son combat politique. La secrétaire générale du MLC et porte-parole de la coalition Lamouka, F. Bazaïba, conclut son message en remerciant l'ensemble du peuple congolais pour avoir, selon elle, voté massivement pour Martin Fayulu Madidi. Par cette lettre ouverte, la plateforme Ligue des jeunes pour la renaissance du Congo veut sensibiliser l'opinion pour une meilleure appropriation du programme Vaincre la pauvreté. Ce faisant, ces jeunes pensent réformer la participation citoyenne. La lettre, elle est ouverte parce que nous voulons que la démarche également soit ouverte. Cette lettre nous permet non seulement de saisir le cabinet du président de la République, mais en même temps de communiquer avec l'opinion publique, de communiquer avec la base pour que le programme Vaincre la pauvreté ne soit pas le propre des institutions politiques, mais un programme porté par toutes les forces vives de la société. Nous passons par cette démarche, réformer la participation citoyenne pour l'inscrire dans une logique de collaboration constructive avec les institutions de l'État. Désormais, nous voulons à ce que les jeunes réunis dans les différentes organisations soient l'œil et l'oreille de l'institution président de la République dans les efforts et les politiques publiques qui doivent concourir à la réalisation du programme Vaincre la pauvreté, qui doit désormais être approprié par toute la population. Signalons que 2 documents sont joints à cette lettre ouverte adressée au nouveau chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour une meilleure compréhension. Il s'agit entre autres de la note conceptuelle de l'initiative Trekking Fativite et un autre qui schématise un meilleur procédé de mise en œuvre du programme Vaincre la pauvreté. Nous revenons à ce que nous disions tout à l'heure, M. Yann Ngongo, vous avez suivi, je l'ai dit aussi, je l'ai précisé, nous n'avons pas encore eu les images du meeting de Martin Fayulu, mais nous tenons quand même à remercier Actualité.cd et Stani Boujakera pour le travail abattu, et c'est grâce à eux que nous avons quand même les news sur le web. Merci en tout cas à ce grand reporter sur le terrain, Stani Boujakera, merci à toi. Il a comparé cette situation que vit la République démocratique du Congo au Venezuela. Vous suivez quand même les actualités, Yann Ngongo. Il y a 2 présidents aujourd'hui au Venezuela. Il y a Maduro et l'autre, le nom, je l'ai oublié. Il y en a l'autre qui revendique qu'il a gagné aussi les élections. Maduro aussi. D'ailleurs, Maduro veut à tout prix dissoudre le Parlement, puisque l'opposition a gagné au Parlement. Il a déjà la majorité. Donc, il y a beaucoup de problèmes au Venezuela. La communauté internationale soutient l'autre, l'opposant qui a gagné. Donc, il y a trop de problèmes au Venezuela. Est-ce que cette situation de Venezuela
Venezuela est la même chose qu'ici en République démocratique du Congo. Nous vivons la même chose. Je ne pense pas. Pourquoi? Le Congolais, c'est un peuple particulier. Tu as vu les gens qui ont été mobilisés pour aller écouter la cause de Fayoulou. Demain, si la plateforme électorale cache, faisait la même chose. D'ailleurs, ils ont prévu quelque chose déjà cette semaine. Tu retrouveras les mêmes personnes. Tu retrouveras les mêmes personnes. Il y a la curiosité, il y a le peuple congolais il ne travaille pas, il n'a rien à faire. Qu'est-ce qu'ils vont, comme on dit. Donc vraiment, le problème du pays, même le président Félix qui est en fonction aujourd'hui, s'il ne fait pas une attention particulière sur la formation de cette base-là du peuple congolais, le peuple congolais doit être formé, même dans l'administration publique. Quand vous êtes secrétaire général, quand vous êtes directeur, ces gens-là, on doit chaque fois les recycler pour que les gens posent les actes qu'il faut. Ce pays, on ne peut pas les comparer. On ne peut pas les comparer avec tous les autres pays. Parce que le peuple, il est ce qu'il est. Il faut d'abord remettre le peuple au pas, remettre le peuple dans sa dignité. Vous verrez que beaucoup de choses vont aller de soi. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Les démentis du MLC par rapport à ce soutien, à ce soi-disant soutien de Bemba Fachi. Mais qu'est-ce qui empêcherait Bemba de soutenir Félix Antoine Tshisekedi? Vous l'avez si bien dit, l'alternance est là. On voulait à tout prix faire partir Kabila. Kabila est parti, mais pourquoi les autres ne veulent pas fusionner? Il y a déjà l'AR et les autres qui l'ont fait, Moïse Katumbi, les autres, tout ça, qui s'acheminent petit à petit vers ce soutien officiel sur Félix Antoine Tshisekedi. Mais Bemba campe sur ses positions. Pourquoi? Et il entraîne dans son sillage Martin Fayoulou aussi, parce que Martin aussi campe sur ses positions, Bemba campe. Est-ce que c'est ça aujourd'hui la nouvelle opposition congolaise? Madame, j'insiste encore, le peuple, enfin, la personne congolaise, le Congolais. Je vais vous dire une chose. Vous savez, aujourd'hui, les choses peuvent évoluer comme elles peuvent. Fachi, président, il y aura le porte-parole de l'opposition. Est-ce que Mbemba laissera Fayoulou ou bien Fayoulou laissera Mbemba? Il faudra que le Congolais que nous sommes, nous savons être à un moment donné de la vie humble. Mais j'ai reçu quelqu'un la semaine passée qui a dit que de toutes les façons, permettez, je reprends ses propres mots, qu'ils ont créé un monstre. Donc aujourd'hui, Fayoulou ne se laissera plus marcher non plus. C'est vrai que vous allez me rétorquer qu'il n'a pas d'argent, qu'il n'a pas de soutien, mais il a cette affection, ce lien direct avec... On l'a créé en fait, quand on crée quelqu'un, on l'a créé avec ses défauts et ses qualités. Est-ce qu'aujourd'hui, Bemba et Fayoulou deviendront encore des adversaires dans l'opposition? Ça sera toujours ce même cycle qui reviendra? Bon, justement, j'étais en train de vous répondre, mais vous m'avez interrompu. Vous voyez déjà, on aura un problème. Qui va être le porte-parole de l'opposition? On a fait la législature passée, on a raté ça parce que le MLC voulait à tout prix que ce soit Jean-Pierre Bemba. Est-ce qu'aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba va laisser cette place à Martin Fayoulou? Je ne sais pas. C'est pourquoi là-dessus, je salue l'homme que nous avons cité en début d'émission, Kamere. Il faut voir comment il a été élu chez lui. C'est le meilleur élu. Hein, le meilleur élu de la République. Il pouvait oser ne pas laisser la place à Fachi. Il a donné son électorat à Fachi. Parce que dans ce pays, aujourd'hui, personne, que vous soyez IDPS, que vous soyez UNC, que vous soyez tout ce que vous voulez être, seul, vous ne pouvez pas gagner. Il faut toujours vous mettre ensemble. Mais tel que se présente la nouvelle classe politique aujourd'hui, le microcosme politique congolais aujourd'hui, on risque de ne pas avoir une opposition, parce que tout le monde fait des appels de pied à Moïse, même à Martin Fayoulou. Il y en a aujourd'hui, j'ai suivi sur TV5 un jeune leader de l'UDPS qui dit à la longue, Fayoulou nous rejoindra. Donc on finira par ne plus avoir une opposition, parce qu'il y a déjà une coalition KHFCC, on finira par ne plus avoir une opposition. Pourtant, une opposition est nécessaire dans la bonne marche d'une république démocratique en plus. Madame, vous le dites si bien, mais nous sommes à quelle période? Nous sommes à la période où Martin Fayoulou est en train de revendiquer les zones. Il va les revendiquer la vérité des zones. Jusque quand? Jusque quand? À un moment donné, les choses vont se déclasser autrement, et je pense qu'il serait un très bon opposant vis-à-vis des Félix. Vous savez pourquoi? Ils ont travaillé longtemps ensemble, ils ont monté les stratégies longtemps ensemble. Ils se connaissent. Ça sera le Tshisekedi de Mobutu, en fait.
Bon, tu sais, la dynamique du temps... Chacun a besoin de son Tshisekedi à côté. La dynamique du temps, ça va être une beauté pour notre démocratie. Ça va être une beauté. Aujourd'hui, moi je crois que ce que Martin est en train de faire, il est en train de vendre sa personne. À un moment donné, il va calmer le jeu, il va rassembler comme il a su déjà le faire, il va faire la réposition républicaine de bonne guerre. Et en avant la République. Parce que vous savez, aujourd'hui, madame, les Congolais que nous sommes des gens intelligents, des gens qui savent faire. Mais ce qui est important, c'est le chef. Le chef est important, vous l'avez dit. Quelle est votre lecture de ces mesures prises déjà par Fachi ces premiers temps? Il a suspendu beaucoup de décrets, il a ordonné beaucoup de bouleversements. Il a sanctionné ou suspendu le PDG de Transco, vous l'avez suivi. Il a relevé une mesure par rapport à la hausse du prix de l'Internet, tout ça. Il y a déjà eu plusieurs mesures comme ça. Pour vous, c'est déjà sa prise de position en tant que chef de l'État. Il impose déjà sa marque? D'abord, à partir de son discours d'investiture, vous avez senti que c'est une personne qui vient imposer une autre marque. Et j'ai vu un similaire avec son défunt papa, quand il avait été élu à l'Assemblée nationale, le discours de pardon. Il a pardonné tous ceux-là qui ont fait du mal. Parce que n'oublie pas que moi, je n'ai jamais vu ça. Il paraît que Tshisekedi a la marque impère dans son dos. C'est un mythe, on ne sait pas si c'est vrai. Si c'est vrai, bon. C'est vrai. Alors, pour revenir à ça, vous allez constater que, ça c'est mon analyse propre, hein, il est très prudent, le président. Même les mesures qu'il prend sont des mesures très prudentes. Il a suspendu le DG de Transco. C'est un vieux problème. Monsieur était déjà suspendu autrefois avec José Makila. Et aujourd'hui, c'est le personnel qui ne voulait plus de lui. Parce qu'entre guillemets, pendant le temps qu'il était suspendu, son intérimaire a fait mieux le travail, a posé des actes qui ont fédéré la sympathie des travailleurs. Donc, nous sommes dans une situation où il faut beaucoup observer, mais moi, personnellement, j'apprécie la délicatesse avec laquelle le président est en train d'aller. Mais vous sentez que les choses sont à venir. Il y a un internaute qui m'a dit de vous poser cette question, Yann Gongo, Béni, lors de sa campagne, quand il était encore candidat à la présidence, Fachi avait promis d'installer son QG à Béni. Mais aujourd'hui, on a ouï dire, toujours par actualité.cd, et je ne remercierai jamais Stani Boujakera, que le président propose de faire déjà une tournée. Angola et d'autres pays de la SADC. Est-ce qu'il néglige les populations de Béni aujourd'hui, qui l'attendaient? Nous, on croyait que ça aurait été parmi les premières mesures de Félix, s'installer à Béni et puis commencer à sortir. Madame, vous savez, comme disent les Quinois, être à la tête du pays, tous ceux qui sont à côté de vous, vous ne connaissez pas qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête. Il faut vraiment asseoir le pouvoir. Donc il veut avoir le soutien de ses pairs d'Afrique, de la SADC? Ça, je le concède. Mais il faut que nous puissions comprendre, nous les Congolais, que ce pays, ce n'est pas comme les autres pays d'Afrique. Notre pays, avec toutes les ressources qu'il regorge, ce pays, c'est une plateforme de business mondial. Tenez, une plateforme... Depuis le traité de Berlin en 1885, hein. On reste... Ce traité est toujours d'application. Hein. On est le marché de tout le monde aujourd'hui. Hein. Hier, le coltan était toujours dans les terres congolaises. Qui en parlait? Mais aujourd'hui, on en parle. Le cobalt, moi j'ai grandi dans le Katanga, je suis né là-bas. Devant chez nous, il y avait le train qui passait avec le cobalt, on ne savait pas c'était quoi. Mais aujourd'hui, c'est plus important qu'hier. Donc il y a la dynamique du temps. Il faudrait que les dirigeants comprennent que ce pays, on ne peut pas se permettre n'importe quoi. Ce pays, c'est un pays où il faut gérer avec l'intérêt de tous qui lorgnent ce pays. Et vous savez pourquoi? Ça, c'est ma compréhension. Pourquoi est-ce que le premier législateur avait demandé que la nationalité congolaise soit exclusive? C'est par rapport à tout ce que nous avons dans les sous-sols. Vous ne pouvez pas être congolais, rwandais ou tanzanien ou ceci et protéger ce qui est ici chez vous. Avant de passer vraiment, permettez-moi, accordez-moi une minute, parce qu'on va parler d'autre chose. À l'époque, on critiquait Kabila, ou on critiquait le régime de Kabila, il n'y avait pas un leadership, Kabila n'avait pas de leadership, n'avait pas de vision. Est-ce que
à 2 semaines, c'est vrai que vous avez dit que c'est trop tôt, mais le Congo est tellement en retard. Le Congo est d'ailleurs classé parmi les tout derniers pays du monde. Taux de corruption incroyable et tout ça. On n'a vraiment pas de temps à perdre. Yann Ngongo, regardez cette caméra froidement. Dites-nous, est-ce que vous sentez déjà un certain leadership dans la personne de Félix Antoine Tshisekedi aujourd'hui? En tout cas, je sens venir ce leadership, puisque il faut comprendre une chose, Félix n'a pas gagné les élections seul. Il a gagné avec ses alliés et avec l'UNC et ses alliés. Et quand vous avez un animal politique comme Kamere, qui est au centre de l'affaire, quelqu'un qui a travaillé jeune en tant que conseiller dans les... Déjà Soumzé, hein? Non, sous Mobutu. Moi, je l'ai connu sous Mobutu, il était conseiller au PTT. Il a travaillé sous Mobutu. C'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses. En passant, j'ai un témoignage d'un ancien ministre de Musée qui perd son âme, le ministre Bichikwabou, qui était gouverneur dans le Sud Kivu, qui dira un jour que non, ce jeune homme va aller très loin. Donc si Tshisekedi, avec sa base, parce que vous savez, quand le peuple fédère à ton action, c'est déjà ça, avec la technicité de Kamere, avec l'expérience de Kamere qu'il a dans l'administration, je crois que les meilleures choses sont à venir. Parce que ce pays, nous avons de bonnes lois, nous avons des gens compétents, mais il faudrait vraiment que les lois soient appliquées et ces personnes compétentes fassent le travail comme elles doivent le faire. Comme elles doivent le faire. Nous allons à l'issue, mesdames et messieurs. Vous avez eu on a eu cette semaine quelques remous dans ce secteur de la vie nationale qui est très très importante aussi, très important pardon, c'est la fixation des frais académiques. Les étudiants, ça s'est réveillé de partout cette semaine par rapport aux frais académiques et l'arrestation de l'officier toujours à l'UNIFIL, c'est toujours par rapport à ce dossier-là des frais académiques à l'UNILOU, merci, à l'UNILOU. C'était la toute première fois et ça soulevait vraiment, comment dire, vraiment un tollé qu'on tue encore cette fois-ci, mais le président Fachi a tapé du poing sur la table et cette fois-ci, on a arrêté cet officier qui a battu cette étudiante de l'UNILOU. Racisme. Les étudiants de l'université de Lubumbashi ont manifesté hier dimanche 27 janvier sur les rues de Lubumbashi. Ils ont protesté contre la coupure d'eau et de l'électricité sur les sites de l'université ainsi que la hausse des frais académiques. Pendant leur manifestation, ils ont brûlé de pneus en signe de protestation, comme les démontrent ces images. Il y a également eu des heurts entre les policiers et les étudiants. Trois étudiants et un policier ont été tués suite à ces affrontements. Sur cette image, on peut voir ces jeunes hommes touchés par une balle. Cette situation a conduit le président de la République, Félix Tshisekedi, à ordonner l'arrestation de l'officier qui a tué les étudiants et à suspendre la décision du ministre de l'ESU, Steve Mbikaï, relative aux frais académiques. Oui, j'ai invité les établissements pour les instruire par rapport aux frais académiques parce qu'au début de l'année, j'avais demandé pour garantir les intérêts de tous les partenaires qu'on puisse négocier des frais au sein de l'établissement. Il s'est fait que là où ça a été négocié, par après ça a été remis en cause et pour rester, n'est-ce pas, en adéquation avec la position du président de la République sur les frais académiques. Je leur ai dit qu'on reconduit les frais tels qu'ils étaient l'année passée. Donc, j'ai mis fin aux négociations qui étaient en cours dans cet établissement et je demande que partout on paye les frais à la hauteur de ceux qui étaient payés l'année passée. Yann Ngongo, cette histoire de fixation des frais académiques, aujourd'hui, chaque université de Kinshasa ou même partout en RDC a ses frais, ses propres frais académiques.
est-ce que vous, à l'époque, quand vous étiez étudiant, est-ce que c'était la même chose? Est-ce que c'était comme ça que ça se passait avec les frais académiques? Il y a d'abord un problème de la dollarisation de l'économie congolaise. Et puis, je n'ai jamais compris. Il y a une faveur qu'on doit accorder aux étudiants. Nous, quand on était étudiants, on avait d'ailleurs des billets de vacances. On montait dans l'avion Air Zahir, on payait, je crois, 10% en tant qu'étudiant. Mais, pourquoi on parle des taux? Moi, je me demande pourquoi on parle des taux. Si l'autorité dit les frais académiques sont fixés à 40 000 francs congolais, eh bien, c'est 40 000 francs congolais. Pourquoi est-ce qu'on revient sur les taux? Oh, il faut payer au taux de 92. Taux de 92. Fixer le montant en francs congolais, nous sommes au Congo, nous ne sommes pas aux États-Unis. C'est ça l'indépendance, en fait, c'est ça la souveraineté. Vous utilisez le montant, comment dire, la monnaie des impérialistes chez vous. On doit changer cette histoire. Si l'autorité universitaire avait pris la mesure suivante, l'étudiant congolais de premier graduat paye, je prends l'exemple, 100 000 francs congolais. Ça s'arrête là. Mais est-ce que tu entendrais le taux? Mais on vient avec les 100 000 francs congolais, on les donne. Ça rentre dans la caisse, dans la caisse de l'État. Mais le taux, pourquoi cette histoire de taux? C'est pour vous dire que le Congolais, il est tellement machiavélique ou quoi, je ne sais pas le terme utilisé. Il veut, là où il est, il faut qu'il en profite. Tu sais, dans le taux, c'est lui qui enregistre. Il peut enregistrer au taux de 16. Et tu es devant lui, dit non, papa, il a 16,4. Les 4 là, c'est pour lui. Faut autant. Mais quand c'est 100 000 francs, eh bien tout le monde est avec 100 000 francs. Donc vous demandez à ce gouvernement ou au nouveau gouvernement qui viendra, le nouveau ministre de l'ESU, de fixer les taux académiques en francs congolais, que cela soit partout le même montant. L'uniformité du montant, l'uniformité de la mesure. S'il faut payer 100 $, comme on veut bien les dollars, ok, c'est 100 $, point. Ça s'arrête là. Même si le dollar baisse, mais c'est 100 $. C'est 100 $. Mais comme le Congolais est toujours malin, et il veut toujours profiter de son frère congolais, s'il a donné que le dollar baisse, il va changer. Non, ce n'est plus 100 $, il faut m'amener les francs. Donc, il faudrait vraiment qu'on applique les mesures. Le problème du Congolais, c'est celui-là. C'est l'homme congolais. L'arrestation de cet officier, pour vous, c'était une mesure vraiment bénéfique cette fois-ci, parce que l'impunité a vraiment battu son plein sous l'heure de Kabila. On a vu les morts partout. Il n'y avait vraiment pas d'arrestation aussi spectaculaire ou à l'immédiat comme ça. Mais cette fois-ci, l'officier a mal agi et on a réagi en même temps. C'est une mesure de taille. J'applaudis ça de mes deux mains. Si je pouvais en avoir même 4, j'applaudirais. Et c'est une leçon. Maintenant, un militaire qui doit gérer une foule pour tirer, il va réfléchir 2 fois. Ça s'est passé avec le mythique de la Mouka. 0 mort, pas de gaz lacrymogène, 0 mort le samedi avec le La vie humaine est sacrée. Vous parlez du meeting de la Mouka. Mais c'est une expression de la démocratie. Si les gens, même s'il y avait, tu sais le problème chez nous ici, on veut faire des choses, on ne les comprend même pas. Même si Mahoul Fayoul pouvait parler devant 20 personnes, mais au moins son message est passé. C'est ça la raison de mobiliser les gens pour faire un meeting. Ce n'est pas amener les gens de n'importe où, de partout, et commencer sur le chemin, on insulte les uns et les autres. Non, ce n'est pas ça. Même avec 20 personnes, vous pouvez faire votre marche. L'essentiel que vous puissiez faire passer votre message à l'autorité. Il y a même une certaine opinion, je l'ai lu, qui a dit qu'on doit sanctionner les dirigeants de la Mouka par rapport à ces propos. Est-ce que c'est xénophobe? Parce que xénophobe, c'est pays, comment on peut dire, tribanophobe, je ne sais pas moi quoi, par rapport à cela, parce que on disait des propos très choquants par rapport à une certaine tribu. Est-ce que c'est vrai qu'on doit sanctionner les dirigeants de la Mouka aujourd'hui pour faire baisser cette tension aussi par rapport à ce phénomène qui n'est pas très honorant pour oui, RDC? Ce n'est pas très honorant pour la RDC, ce n'est pas non plus honorant pour le leadership de Fayoulou qui n'est plus à contester, ce n'est pas non plus honorant pour nous Congolais. On ne doit pas rentrer, c'est pas... Dans cette guerre des politiques ou dans ce jeu malsain des politiques? J'ai qualifié ça de tribalisme primaire. Donc il faut vraiment, qu'on arrête, même si on arrête les dirigeants de la Mouka. Mais on a déjà inculqué ça dans le chef de leur base. C'est qu'il faut faire, il faut éduquer la population. Il faut bannir ça, il faut bannir ça. Il faut bannir ça. Alors il faut prendre une mesure globale, par exemple.
Madame Paulette Kimuntu, née à Kinshasa. Eh bien, tu es né à Kinshasa. Monsieur Tel, il est né au Kasaï. Il est né au Kasaï. On doit, selon vous, c'est peut-être même une des mesures, je vois où vous voulez en venir, on doit bannir dans les prochaines pièces d'identité nos provinces d'origine. En tout cas, si moi je pouvais être une autorité, ça, il faut mettre à côté. Mais tout le monde mettra seulement né à et c'est tout. Oui, je suis né au Kasaï, je suis né au Kasaï, je suis congolais, ça s'arrête là. À ce moment-là, là où je suis, je mettrai mon énergie, mon intelligence au profit du grand public. Mais si vous êtes dans le management, la politique territoriale des originaires, on revient, parce que ça, c'est cette politique-là aussi, il paraîtrait, qui est en train d'envenimer les choses. Pour vous, le nouveau gouvernement doit changer aussi cette territoriale des originaires, comme l'a fait Mobutu à l'époque, qui a cimenté l'unité nationale aujourd'hui. On permette les gouverneurs, je ne sais pas moi, qu'on change cette façon de diriger les provinces. Non, nous sommes dans une dynamique. Mais aujourd'hui, le chef de l'État ne nomme plus les gouverneurs. Au fait, moi, je vis à Kinshasa. Je suis de Katakokombe, par exemple. Je suis à Kinshasa. Je bats ma campagne à Kinshasa parce que je vis avec mon électorat. Je suis candidat gouverneur. Je suis élu gouverneur. Je fais le travail pour lequel j'ai été élu. Vous parlez de Kinshasa. Kinshasa est une mégapole. Non. C'est presque un melting pot. Mais ailleurs, dans le Congo profond, c'est difficile qu'un Quinois, par exemple, se réveille. Moi, par exemple, j'ai envie d'être gouverneur ailleurs. Ça sera très difficile aujourd'hui. Vous ne pouvez pas quitter là où vous habitez, là où vous vivez, pour aller ailleurs. Vous allez ailleurs pour faire quoi? Puisque vous ne connaissez même pas qui va vous élire. Comprenez? Ceux qui se font élire dans ce contexte-là sont les gens qui vont acheter, les gens ils ne comprennent même pas. Donc il faut vraiment les gens qui vivent là, qui soient élus là, qui comprennent ce qui se passe. Les problèmes des habitants, en ce moment-là, la personne est redevable, parce qu'elle sait que j'habitais là, Madame Paulette qui habite là, il y a un problème X, il peut apporter les solutions Y, voilà quoi. Nous allons parler, mesdames et messieurs, des revendications de fonctionnaires. Il y en a qui disent, mais pourquoi aujourd'hui toutes ces revendications, mais ces gens-là étaient où? Sous Kabila, ils se taisaient, ils ne parlaient pas. Aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi est devenu président. À peine, même pas un mois qu'il est président, les revendications, c'est partout à Kinshasa. D'ailleurs, ces gens-là sont manipulés, ils ne veulent pas que Fathi travaille calmement et tout ça. Nous allons poser la question à Yann Gongo si c'est vrai, ou c'est simplement le fait qu'ils se sentent tellement à l'aise qu'ils revendiquent aujourd'hui pour faire entendre leur voix. C'est peut-être l'autre son de cloche aussi. Et les déclarations de l'avocat de M. Franck Diongo, qui est toujours en prison et qui réclame, je crois, sa grâce présidentielle. En effet, arrêté arbitrairement depuis le 19 décembre 2016 pour les prétendues infractions d'arrestation arbitraire et détention illégale suivies de torture, en violation de ses immunités parlementaires, mon client a été injustement condamné dans un procès politique et en date du 28 décembre 2016. À ce jour, il vient de purger 2 ans, 1 mois et 11 jours de la peine lui infligée. Le changement du régime dictatorial au sommet de l'État et les vents nouveaux qui soufflent dans le pays depuis le 24 janvier 2019, symbole de la tenance pour laquelle mon client croupi en prison, l'ont persuadé de saisir votre compétence en vue de solliciter et obtenir votre clémence en vous fondant sur les dispositions de l'article 87 de la Constitution. Votre décision à venir est attendue tant par mon client que par tout le peuple congolais, non seulement s'inscrira dans la logique de la cohésion et de la réconciliation nationale prônée par votre Excellence lors de votre discours d'investiture en date du 24 janvier 2019, mais aussi l'accomplissement de votre promesse de libérer les prisonniers politiques et d'opinion
rétablira l'image de notre pays territorial. L'avènement de Félix Tshisekedi à la présidence de la République rime-t-elle avec les revendications sociales des agents et fonctionnaires de l'État? En tout cas, c'est le constat qu'on peut faire à première vue du mécontentement des agents des Transco, de la SCPT, de la SONAS et tant d'autres entreprises qui ont fait entendre leur voix une semaine seulement après la prise de fonction du nouveau chef de l'État Félix Tshisekedi. Mais comment comprendre ces remous au sein des entreprises publiques alors que le président de la République, qui a promis durant toute la campagne l'instauration d'un état de droit, n'a pas encore mis en place l'exécutif qui devra l'accompagner? La réponse est à trouver dans la soif des Congolais pour la bonne gouvernance. Au fait, ces mécontentements sont l'expression étouffée jadis des fois par les dédoublements de leurs syndicats ou par l'indifférence des autorités qui en principe sont censées apporter des réponses appropriées aux problèmes des fonctionnaires et agents de l'État. Voilà sans nul doute l'arrivée de Félix Tshisekedi au sommet de l'État constitue une occasion, alors la belle, pour ceux qui étaient marginalisés semble-t-il, de prendre le dessus sur les gestionnaires qui ont rendu les entreprises publiques comme des canards boiteux par leur mégestion et le clientélisme. De la Société des transports au Congo à la SCPT, en passant par la SONAS ou à la Société congolaise des transports et ports, les grévistes girent à l'émission qu'au départ de leurs directeurs généraux, ce qui signifie que le nouveau régime a du pain sur la planche pour remuer la plupart des comités de gestion de ces entreprises publiques. Mais attention, ceci doit se faire méthodiquement. Le président de la République et le gouvernement qui mettra en place devront associer aussitôt les différentes forces syndicales représentatives pour des réponses concertées aux problèmes des fonctionnaires dans le cadre d'une gestion participative. Donc, ce qui paraît comme une précipitation n'est ni plus ni moins une réelle volonté de ces fonctionnaires de vivre le changement au quotidien dans la gestion des entreprises de l'État. Yann Bongo, je reviens. Pourquoi ces revendications maintenant? Le président Fachi n'a fait qu'une semaine, même pas deux. Et aujourd'hui, tout le monde se réveille, c'est SCPT, c'est SONAS, c'est Transco. Pourquoi maintenant? Est-ce que ce n'est pas de la manipulation, tout simplement? Pas du tout. Pas du tout. Ventre affamé n'a point d'oreille. Mais sous Kabila, il ne le faisait pas. C'est ça le problème. Ils avaient déjà fait ça, ils n'ont pas trouvé de gain de cause. Maintenant, ils veulent vraiment se ranger en ordre utile pour que leur problème trouve des solutions. C'est ça le problème. Ce n'est pas qu'ils sont manipulés, c'est-à-dire que les gens sont fatigués, les gens attendent, ils attendent l'espoir. C'est un espoir, donc un espoir suscité. Les gens montrent vraiment qu'ils ont besoin d'un nouveau leadership, ils ont besoin d'une nouvelle touche dans la manière de gérer l'État. C'est ça le message. Les gens ont besoin d'une nouvelle touche dans la manière. Est-ce que le président Fachi les a écoutés, chaque CPT? Je sais que déjà pour Transco, il y a eu une solution palliative, la suspension du DG. Est-ce que pour les autres, le président a déjà réagi? Non, je ne te laisse pas parler que la solution c'était la suspension du DG. Non, en fait, c'est le personnel qui a réclamé le départ du DG. Mais le personnel réclame aussi le départ de Mme Aguito de la SONAS. Est-ce qu'on doit tout le temps écouter les doléances des travailleurs sans mettre à... Vous êtes de management, on ne peut pas licencier un président délégué général comme ça parce qu'il faut quand même s'asseoir autour d'une table et discuter. Non, moi je crois que ce qui est fait, c'est on transmet le message. Ce n'est pas qu'on veut... Où est-ce qu'il va trouver la solution? Est-ce qu'on a déjà audité les comptes de l'État? On sait l'État quel... Et si aujourd'hui on commence à aller de cette façon-là... De sanction en sanction, il ne va pas gérer. Suspension en suspension. Puisque le problème est partout. Tout le monde va se mettre en grève. Il ne va pas gérer. Moi, je crois que le peuple est en train d'exprimer son ras-le-bol avec la gestion passée. Alors, ça suscite un certain espoir. On donne le message au nouveau dirigeant. Attention, nous sommes dans la situation telle. Ne rentrez pas dans la même façon de gérer. Ça, c'est mon entendement. Ce n'est pas qu'on manipule les gens. Non, non. Vous savez, prends un exemple.
tu es Tata Mouassi ou bien Maman qui va chez ta soeur où il y a les enfants. Dès qu'un voit que tu as donné un biscuit à l'autre, ils font quoi? Ils se rangent tous pour venir chercher les biscuits. Donc il faut prendre les petits exemples de la vie. C'est un effet simplement boule de neige, comme on dit. Voilà. Mais alors, par rapport à... C'est vraiment un autre volet de cette question-là, de positionnement de certains Congolais. Est-ce que vous avez lu cette lettre de Congolais de la diaspora qui sont venus après la proclamation de Fachi comme président, et ils réclament, ils lancent presque un SOS aujourd'hui au gouvernement. Et d'ailleurs, l'UDPS a carrément parlé qu'elle n'est pas là pour payer les frais de certains Congolais qui sont venus d'ailleurs. Est-ce que cela ne nous rappelle-t-il pas l'effet de la diaspora en 97 avec les Diassa de l'époque et tout ça? Est-ce que c'est pas une façon... Est-ce que c'est comme ça que doit contribuer la diaspora congolaise? Parce que la diaspora malienne, Yangongo, on sait comment travaille la diaspora malienne. Moi, j'ai déjà été au Mali, j'ai déjà été au Sénégal. On voit l'apport de la diaspora malienne. Mais aujourd'hui, on a l'impression que ceux qui ont eu la technicité en Europe, ceux qui ont eu d'autres avantages en Europe, viennent encore ici pour quémander d'autres avantages en République démocratique du Congo. Est-ce que c'est comme ça? Expliquez-nous un peu quel est le rôle ou comment doit procéder la diaspora pour faire sortir la RDC de cette misère, de cette situation que nous vivons. Bon, madame, vous savez, moi aujourd'hui, comme Félix, élu président de la République, j'ai des relations, j'ai des amis à travers le monde. J'ai donné les stations pour qu'ils viennent assister à l'événement parce que c'était un gros événement. Ils sont venus et c'était pour un temps donné et ils doivent vraiment repartir. Si moi j'étais président de la République aujourd'hui, les gens qui sont dans la diaspora, personne ne peut venir prétendre chercher un poste. Par contre, je serai là pour les aider à faire le PPP, le partenariat public-privé. Parce qu'ils sont en contact avec des multinationales, ils sont en contact avec des investisseurs, qu'ils amènent les investisseurs pour qu'il y ait un partenariat par rapport au nouveau code, par rapport à la nouvelle loi. C'est encore utile, ce ministère de Congolais de la diaspora ou de Congolais de l'étranger, c'est très utile pour vous? Bon, dis-moi, ce ministère-là... Ce vice-ministère. Ce vice-ministère, quel est son rôle? Je veux d'abord comprendre le rôle, mais je parle par rapport à... Regardez ailleurs, hein, c'est très efficace au Mali, au Maroc, ailleurs. C'est peut-être nous qui n'utilisons pas très bien ce ministère, ce vice-ministère. Non, nous les Congolais, nous sommes un peuple... Toujours à part. À part. Si moi j'étais président de la République aujourd'hui, tous ceux-là de la diaspora qui veulent rentrer au pays, soyez les bienvenus. Mais amenez-nous vous avez des facilités. Amenez-nous un cahier de charges. Vous avez tel partenaire pour quel domaine. On vous encadre, le PPP, allez. Vous travaillez, vous créez l'emploi, vous résorbez le chômage, voilà. Parce qu'il y a des gens qui sont en Europe. Être en Europe, ce n'est pas apprendre. Il y a des gens qui sont en Europe qui se promènent. Madame, vous avez été en Europe, tout le monde n'est pas casé. Combien de Congolais sont en Europe et ils étudient normalement, ils terminent leurs études normalement? Non, ce n'est pas être en Europe que vous avez la sommité, non. Pas du tout. Hein. Nous avons des Congolais valables qui n'ont pas été en Europe, qui sont ici, qui font leur travail très bien. Mais tout cela, moi, si j'étais président... Si j'étais président de la République, les gens de la diaspora, soyez les bienvenus. Mais amenez vos cahiers de charges et ne venez pas signer le gouvernement. Franck Diongo, doit-il avoir cette grâce présidentielle aujourd'hui? Vous avez bien dit la grâce. La grâce, c'est dans le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. En fait, le chef de lui-même peut dire que... Bon. Mais il en parlait souvent hein, pendant cette campagne présidentielle, que je vais faire libérer les prisonniers et tout. C'était vraiment un leitmotiv pendant la campagne. Et aujourd'hui, comme il est président, pourquoi ça tarde? Il a la signature, les chefs de l'État. Non, on ne fait pas les choses n'importe comment, puisque quand on devient chef, c'est tout à fait autre chose. Il a dit qu'il va donner les instructions au ministre de la Justice pour inventorier les... Parce qu'il ne va pas prendre les mesures de grâce chaque fin du mois. Et je crois qu'il pense faire une bonne fois pour toutes. Parce qu'il y a des gens qui pendant les grandes occasions, les grands moments de l'histoire de... Non, ce n'est même pas pendant on doit lui faire un inventaire vraiment bien détaillé. Est-ce qu'il a déjà fermé quelques cachots de la mer? Ou déjà fait sortir quelques prisonniers il semble que ça a été fait. Je n'ai pas suivi ça parce que je suis ni de loin ni de près dans son cabinet. Mais je veux lui dire qu'il est en train de mettre déjà de l'ordre. Mais la grâce présidentielle, comme je vous dis, je peux être en prison. Je peux solliciter moi, en tant que citoyen congolais, j'écris au chef de l'État, je sollicite sa grâce. Le chef de l'État de lui-même
connaissant le problème pour lequel je suis dans la prison, il peut dire que non, par mon pouvoir discrétionnaire, je libère tel. Donc je pense que pour un prisonnier, un jour, 1 heure, c'est déjà beaucoup. Je comprends que l'avocat de Franck Diongo le fasse, c'est bien. Donc, c'est pour rappeler au chef que non, on est là. On est là. Ne nous oubliez pas. Nous avons terminé coup sur coup avec les 2 messes qui ont eu lieu cette semaine. La messe du comité laïque de coordination qui ont célébré les martyrs de la RDC, selon eux ou selon elles, et la messe d'action de grâce pour se souvenir de 2 ans de la disparition du patriarche Étienne Tshisekedi. Prévu au départ d'être célébrée par l'archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo, cette messe sera finalement dite par le vicaire général de Kinshasa. Monseigneur Kisonga, tirant son homélie de Matthieu 25, 35 à 46, va saluer la bravoure, le courage, l'intégrité, la dignité des victimes mortes de suite des marches pacifiques initiées par le CLC. Quant au comité laïque de coordination lui-même, il compte pérenniser les hommages à l'endroit de ces hommes et femmes qu'il considère comme des héros. Ils sont des héros, ils sont des martyrs de la démocratie. Le CLC ne manquera pas de prendre des initiatives pour immortaliser leur sacrifice. En marge de ce culte, le CLC est revenu sur le bilan et les acquis de ses actions. En termes mains, des morts ont été signalés, notamment le 31 décembre 2017, le 21 janvier 2018, ainsi que le 25 février 2018. Toutefois, le CLC s'est réjoui de voir que l'éveil de la conscience populaire est désormais au rendez-vous. Par la volonté du peuple, les élections ont eu lieu. Par la volonté du peuple, il n'y a pas eu de 3e mandat. Par la volonté du peuple, il n'a pas été question du transfert du pouvoir à un dauphin. Le comité laïque de coordination en appelle au nouveau chef de l'État pour l'instauration d'un État de droit au pays et au réaménagement de la CENI qui, selon le CLC, est à la base de l'opacité sur la controverse autour de l'absence de la vérité des urnes. Présent pour la circonstance, Martin Fayoulou, candidat malheureux à la dernière présidentielle, qui continue pourtant de revendiquer sa victoire, s'est abstenu de parler à la presse, mais ne s'est pas refusé un bain de foule juste au sortir de la messe. Première apparition en public du nouveau président de la RDC après son investiture à la magistrature suprême, Félix Tshisekedi a pris part ce vendredi à la messe commémorative du 2e anniversaire de la mort d'Étienne Tshisekedi. La mort du Congo et du Congolais comme valeur cardinale, c'est l'essentiel de l'homélie de l'officiant du jour, extrait notamment du tout dernier message du Sphinx, mais aussi de la campagne du vainqueur de l'élection du 30 décembre dernier. Monseigneur Moulumba a conclu que Dieu est bon pour avoir permis la victoire du combat de l'ancien leader de la fille aînée de l'opposition à RDC, qui s'est traduit par l'élection au sommet de l'État de son fils Félix. Une occasion pour tous les compagnons du leader Maximo de croire en leur mission de l'instauration d'un État de droit, mais aussi croire en la matérialisation du méga-projet de société qui se résume au peuple d'abord. Sauf changement des dernières minutes, c'est dans les sites d'un scellé où devra reposer le corps d'Étienne Tshisekedi. Yann Congo, nous sommes en train d'atterrir. Vos réactions par rapport à ces deux cultes ou ces deux messes, messe du comité laïque de coordination et messe de commémoration de l'anniversaire de la mort d'Étienne Tshisekedi? Ça, ce sont des événements purement congolais. Hein. C'est pour la consommation publique. Les Congolais veulent toujours montrer qu'ils sont attachés à quelque chose. Et en réalité, messe en mémoire de Tshisekedi, oh, c'est valable. Messe en mémoire des martyrs, c'est valable. Est-ce que tous les politiques ont été au rendez-vous? Je ne pense pas. Donc chacun voulait montrer que c'est lui. Chacun voulait montrer que... Alors, dans ces contextes-là, moi, je n'ai pas vraiment un commentaire particulier. Mais je sais que les Congolais aiment bien
qu'on le voie et aime bien véhiculer un message, mais l'aime quand il ne faut pas. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes vraiment à la fin de ce premier numéro de mois de février. Merci donc à vous pour votre fidélité à cette émission. Merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Merci en tout cas à Rassis et à Papi Mandé qui est à la régie finale. Merci une fois de plus à vous tous qui êtes fidèles à Congo Web Télévision. En tout cas, restez nous brancher, rester fidèles à nos programmes et nous nous retrouverons avec le même plaisir, sinon pas plus, le dimanche prochain. Inch'Allah.